je suis très heureux de présenter cette classe de maîtres parce qu'elle m'a donné l'occasion de redécouvrir ces films et d'en découvrir un que je n'avais jamais vu et qui est une petite merveille. Non, pas pourquoi petite merveille, c'est une pure merveille. Merci d'accueillir sans plus attendre Monsieur Martin Provost. Martin, vous vous mettez là où il y a un micro. Bonjour. Martin, merci d'être avec nous. Je me suis bien évidemment penché un peu sur votre travail et sur votre carrière et sur votre parcours avant de commencer cette classe de maître. Vous vouliez être, j'ai lu ça, alors après on lit des choses bêtes hein, parfois Oui. sur Wikipédia, mais bon, on fait ce qu'on Wikipédia. peut. Des fois, il y a des cinéastes qui les font eux-mêmes, hein, on ne sait jamais. Donc, vous vouliez très tôt être cinéaste. Oui. Et vous êtes heurté à, d'après Wikipédia toujours, vous êtes heurté à une fin de non-recevoir paternelle. Oh, une fin de non-recevoir, non. Maintenant que je vois ça avec mon âge, non. Je pense que mon père était un homme très autoritaire, officier de marine, enfin très, très dirigiste, et en même temps très lucide sur mes capacités scolaires qui n'étaient pas formidables. Et à l'époque, la FEMIS s'appelait l'IDEC, il fallait avoir un niveau en physique, en mathématiques que je n'avais pas. Hein. J'ai eu un demi au bac en maths parce que j'ai été sauvé par le prof, parce que j'avais quand même des bonnes notes en français et en philo, mais qui m'a dit si je vous mets zéro, vous n'aurez pas votre bac. Et donc, oui, je pense aujourd'hui avec du recul que j'aurais dû tenter le concours et qu'il n'y avait pas que les maths et la physique. Mais en tout cas, mon père m'a dit tu ne peux pas entrer à l'IDEC, et je me suis dit bon, bah, alors je vais être comédien. Voilà. Et vous l'avez été. Oui. Et vous Oui, l'avez pendant été. Et quelques années. vous avez tourné notamment, alors j'ai découvert ça, dans Au plaisir de Dieu. Une série, oui. Une série, mais alors, qui connaît la série Au plaisir de Dieu? Alors, c'est loin. Hein. Ah bah voilà, il y a une personne et quelques personnes. C'était enfin, le roman c'était connu, phénoménal à l'époque, cette série. C'était la plus grosse série. C'était un truc. On disait pas une série, on disait un feuilleton. On disait un feuilleton. Oui. Et c'était la grande époque, oui, où il y avait des grandes séries comme ça, formidables d'ailleurs, très bien faites, et, avec des moyens. Oui, c'était des aventures tout à fait passionnantes. Mais en même temps, je voyais bien que je trouvais pas ma place, que j'étais pas complètement. Même les rôles à chaque fois. D'ailleurs, je jouais Philippe. Je me souviens, le fasciste. Enfin, j'avais toujours des personnages. Philippe le fasciste. Oui. Qui me Quel ramenaient... drôle de nom. Oui, oui, oui. C'est le fils étrange qui tourne mal. Je crois que j'aurais pu mal tourner moi aussi. Enfin, à chaque fois, ça me renvoyait des pans de mon existence et ça me forçait à me mettre au travail. Et à tel point que vous avez décidé d'arrêter en 90 de vos activités de comédien. Oui, j'ai eu la chance d'entrer à la Comédie Française assez jeune, par la petite même. porte. Oui, oui, oui. Non, mais je faisais plein de choses. J'écrivais tout le temps. J'écrivais beaucoup. Et j'ai écrit une pièce qui s'appelle Le Voyage immobile, que j'ai joué avec Yann Colette au studio d'Ivry. J'avais quoi, 21 ans, 22 ans. Je ne me rendais pas vraiment compte de ce qui m'arrivait. Et j'avais des facilités. Mais Philippe Adrien avait produit la pièce et m'a dit est-ce que ça t'amuserait de venir à la Comédie Française jouer dans Le Médecin volant, il n'y a pas de jeune premier. Et il y avait Anne Consigny qui était la jeune première et moi. Donc je suis entré comme stagiaire à la Comédie Française et là il y a eu vraiment un grand changement. Jean-Pierre Vincent a été nommé directeur de la Comédie Française et il m'a engagé comme pensionnaire. Ça a été formidable. Oui. Oui, mais pour autant, il semblerait que votre destin était tout tracé à être vraiment comédien et vous avez vraiment décidé d'arrêter. C'est quoi le déclic? Le déclic, je pense que c'est aussi la psychanalyse quand même qui m'a beaucoup accompagné toute ma vie et que j'ai commencé très 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 jeune. Et je voyais bien que être sur scène, pour moi, ça ne regarde que moi, c'était pas être du bon côté. Et pendant toute mon expérience à la Comédie Française, où j'ai quand même fait des trucs drôlement intéressants et j'ai travaillé avec des gens merveilleux, j'ai appris mon métier. Enfin, j'ai appris ce que je fais aujourd'hui, vraiment. Et en travaillant avec des acteurs, quand vous apprenez à jouer avec Michel Aumont, Denise Jans, Christine Fersen, Catherine Yegel, Richard Fontana, enfin tous ces gens avec qui j'ai travaillé, je voyais bien qu'ils avaient des capacités. Je ne dis pas que je ne les avais pas,
mais c'était pas ma route. J'étais là pour eux. Je ne sais pas comment dire. J'étais déjà spectateur de quelque chose et j'étais déjà de l'autre côté. Et ça n'a fait que se confirmer par l'écriture, par la vie qui m'a emmené là où je devais être, où je suis aujourd'hui. Alors, vous avez écrit des pièces, vous avez écrit des romans, et puis vous avez réalisé, à la même époque où vous décidez d'arrêter d'être comédien, vous avez réalisé un premier court-métrage qui s'intitule, et je trouve le titre assez paradoxal, parce que quand on veut faire du cinéma, on aime plutôt le noir, puisque c'est dans une salle que le film est projeté. Le film s'intitule J'ai peur du noir. Ça racontait quoi, ce cours? Ça racontait, c'était avec Artus de Penguern, qui est mort. Et c'était un film que j'avais tourné en noir et blanc, que j'avais pu financer parce que mon grand-père, que j'adorais, qui était un cinéaste amateur, et avec qui j'ai tourné quand j'étais tout petit, Pierre et le Loup, qui est une petite merveille dans laquelle je joue Pierre. Et j'avais 7 ans hein, quand j'ai fait ça. C'est suicidé. Et j'ai touché une somme d'argent et j'ai fait un film tout de suite avec cet argent. J'ai peur du noir. Et je pense que j'avais autant peur de la mort de mon grand-père que de l'obscurité. Et le film raconte en fait le rapport aux femmes et le rapport de cet homme à l'amour et à l'obsession de l'envahissement par l'autre. Le rapport aux femmes déjà. Oui, c'est déjà là. Ça ne va faire que ça. Ah bah ça va pas s'arranger. Alors, en 1997, vous tournez un premier long métrage, hélas, que je n'ai pas pu voir. Je crois qu'il a disparu. Je crois qu'il a disparu, qui s'appelle Tortilla et Cinéma. Je ne vous félicite pas pour le titre, parce que je pense que les gens se sont dit... Moi, les films espagnols, c'est pas mon truc. Et avec quand même Carmen Maura, donc il y avait des raisons que ça s'appelle Tortilla et Cinéma. Marc Duret, qui était un peu la vedette de l'époque à cause du Grand Bleu. Et puis Michel Aumont, donc avec qui vous aviez travaillé au Français. Alors, j'aime bien parce que j'ai trouvé sur Allociné, dans le synopsis, cette dernière phrase. C'est l'histoire du plaisir de faire un film et des insoutenables difficultés pour arriver à ce plaisir. Est-ce que ce serait votre définition du cinéma ? Ça l'était en tout cas à l'époque, ça l'est toujours, oui, c'est toujours difficile, sauf que maintenant, pour moi, c'est quand même plus simple, que j'arrive à mon désir. Peut-être qu'il faut mieux pas que j'y arrive complètement, d'ailleurs, c'est ça qui fera que il restera quelque chose, mais en tout cas... le film racontait l'impossibilité que j'avais, parce que ça a été très long pour moi, les démarrages. Et c'est beaucoup grâce à Carmen, une rencontre improbable et formidable avec Carmen Maura, qui était quand même à l'époque une icône avec tous les films d'Almodovar. Bien sûr. Et que j'ai rencontré par l'agent que j'avais à l'époque. Et on s'est vraiment aimé. Et je me souviens qu'à la fin, j'avais écrit un scénario très ambitieux avec des dessins animés. J'étais très ambitieux quand j'étais très jeune. Et évidemment, c'était immontable. Ça coûtait beaucoup trop cher. Et à la fin, elle m'a dit « Martin, il faut que tu tournes parce que le temps passe. Et si tu ne fais pas ton premier film, tu vas rester sur le carreau. Je suis libre du temps au temps. Écris quelque chose, on tourne. » Et j'ai écrit Tortilla et Cinéma en une semaine. Chantal Perrin, qui produisait le film, est allée à Canal+. C'était l'époque bénie de Canal+, où il vous faisait un chèque. Et j'ai eu un tout petit peu d'argent. Hein. Et on a tourné ça en 3 semaines. C'était en fait un gros court-métrage. Et qui aurait dû rester comme tel, je pense. Et on a tourné. Et j'ai fait mon premier film. Et c'était, vous vous souvenez du premier jour de tournage, de comment c'était ? Parce que c'est quand même je me souviens quand même que j'étais très, très, très heureux. Et que j'ai tout de suite compris que c'était ça que je voulais faire. Avec toutes les lacunes que j'avais, parce que je n'avais pas fait d'école, je ne connaissais le métier de metteur en scène que du point de vue du théâtre et de l'acteur. Mais la technique, j'y connaissais rien du tout. Donc j'avais l'angoisse de ça très forte. Angoisse que j'ai appris à juguler et à dépasser au fur et à mesure des films. Mais enfin, j'étais quand même quelqu'un qui, dès l'adolescence, allait au cinéma tous les jours. Donc je me rends compte que j'ai une connaissance innée et culturelle du cinéma, mais pas technique, et que je l'ai acquise avec le temps. Vous avez grandi avec quel film ? Mon premier choc, très honnêtement... Alors, avec tous les films, j'habitais en province, donc je voyais les films merdiques de l'époque, les films commerciaux et tout ça. Mon premier choc, ça a été 2001, l'Odyssée de l'espace, hein, je m'en souviens, je devais avoir 12-13 ans. Et j'étais avec toute une bande de copains et de copines. À l'époque, il y avait l'orchestre avant, l'orchestre arrière, le balcon. Nous, on s'était mis au balcon pour pouvoir fumer en cachette. Et je me souviens qu'on faisait les couillons et
et que dès que le film a commencé, j'étais plus avec les autres. J'ai été happé par le film qui me parlait, et qui me parle toujours d'ailleurs. J'aurais été incapable d'expliquer ce que je comprenais, mais je recevais tout, et tout était limpide pour moi. Et le film choc dans ma vie, c'est Cris et chuchotements de Bergman, que j'ai vu à l'âge de 16 ans. Je venais de perdre un frère. Enfin, j'ai eu une vie assez violente, dans un accident. Et j'ai compris quelque chose du rapport à la mort que dans ma famille, on ne vivait pas, qui était le non-accompagnement. Et le personnage d'Anna dans ce film m'a ouvert des perspectives et un sens que je continue j'espère, à garder. Alors le film suivant vient en 2003, 6 ans plus tard quand même. Ah oui, Ouais. mon premier film, ça a été un flop. C'est sorti sur 3 salles. Enfin, c'était encore. Je revois les affiches sur les colonnes Maurice. Je me dis, mais c'est moi ça. Et puis. Il y avait quand même de l'affichage. Il y avait un peu d'affichage, mais il n'y avait même pas de distributeur. C'est le producteur qui avait sorti le film. Enfin, c'était 3 salles. Mais c'était déjà formidable. Le Saint-André-des-Arts. Oui, un truc comme ça. Alors, donc en 2003, Le ventre de Juliette. Donc là, c'est un film. Alors là, oui, là, j'ai vu. Oui. Ça commence à se construire. Ça commence à se construire effectivement, avec là aussi un personnage féminin principal. Donc c'est l'histoire d'une jeune femme jouée par Juliette, donc jouée par Julie-Marie Parmentier, très très jolie actrice qui est plus sur les planches maintenant qu'au cinéma ou à la télévision. Qui aime Stéphane Rideau, lequel a un peu du mal à exprimer son amour. Elle tombe enceinte de lui, et puis je ne vous raconte pas la suite, vous la découvrirez. Peut-être que le DVD est en vente derrière vous à la librairie éphémère. On me fait des grands signes que non, mais c'est pas grave, vous pouvez le commander, il finira par arriver. Il existe. Mais il existe, je l'ai. Et puis il y a aussi à nouveau Carmen Maura en maman kleptomane et Nathalie Richard en deuxième fille qui en a un peu marre de cette maman kleptomane et de cette sœur qui est un peu énervée, on va dire. Enfin, arrive en 2008 le film qui fait tout changer et on regarde la bande-annonce. Tu iras ouvrir les volets en bas et faire un peu de ménage. J'ai un nouveau locataire. Tu ne manques de rien au moins. Dedans, ma mère. Le ménage me prend tout. Et là-dedans, tout va bien, Séraphine? Tu es sûre? Je peux savoir qui a fait ça? Séraphine, votre femme de ménage, enfin la nôtre. Elle travaillait au couvent à côté quand son ange gardien lui est apparu et lui a ordonné de se mettre à la peinture. Je vous l'achète. C'est curieux, cette matière. Ce rouge, par exemple, c'est quoi? J'ai mes petits secrets. Je les garde pour moi, sinon ce ne sont plus des secrets. Vous n'allez pas passer votre vie à faire le ménage, alors que vous avez de l'or dans les mains. Monsieur se moque. Je ne me moque pas. J'admire. Encore plus ceux comme cela. Et je vous expose à Paris. Vous qui avez été l'un des premiers acheteurs de Picasso et de Braque, pourquoi ne pas se tourner vers des valeurs plus sûres? Je ne collectionne pas pour vendre, je vends pour collectionner. Vous n'aimez plus ma peinture et vous n'osez pas me le dire. Ne me parlez pas sur ces tons. Comment vous croyez qu'on me parle à moi depuis que je suis née? Comment vous croyez qu'on me parle? Ne vous souciez plus jamais de ce que disent les autres. Ils n'y connaissent rien. Séraphine, présentée ici au Festival d'Angoulême. Oui, on peut, oui. Présentée ici au Festival d'Angoulême, qui vaut donc, je le disais hier lors de la cérémonie d'ouverture, le Valois de la meilleure actrice à Yolande Moreau. Ce Valois est transformé quelques mois plus tard en César. Vous recevez le César à la fois du meilleur scénario et du meilleur film. 7 Césars au total. Alors bien sûr, ça doit changer l'après, la carrière forcément. Mais qu'est-ce qui se passe entre Le ventre de Juliette, qui est un film presque un peu... il y a des moments de comédie, enfin c'est un film très nerveux, un peu énervé, un peu presque un peu à la Almodovar, période femme au bord de la crise de nerfs, je serais tenté. Là, c'est jeune femme au bord de la crise de nerfs. Et là, on passe vraiment à un style de mise en scène, à quelque chose, on a l'impression que vous trouvez en même temps que vous faites le film. Oui, je me suis vraiment trouvé en même temps que j'ai fait le film. Après Le ventre de Juliette, pareil, ça a été un flop.
Là, j'avais un distributeur qui était en train de fermer, je me souviens. Ah, Et à ça chaque n'aide fois, pas. c'était catastrophique. Donc, et à chaque fois, en même temps, je crois que j'ai jamais, j'ai douté, et je doute toujours, heureusement, mais en même temps, je savais que j'allais quelque part. Et j'ai beaucoup travaillé parallèlement à la radio, à France Culture, où j'écrivais pour qui j'écrivais beaucoup de choses. Et un jour, j'ai cette femme, Nelly Lenormand, qui a toujours été près de moi, qui travaillait à France Culture et qui était avant été au ministère, m'appelle et me dit: Martin, il y a un personnage, tu devrais t'y intéresser, c'est Séraphine. Et je me souviens lui avoir dit: ah bon, mais c'est qui? Et elle me dit: c'est un peintre naïf. Je dis: mais la peinture naïve, ça m'intéresse pas du tout, c'est pas du tout mon truc, pourquoi tu veux que je m'intéresse à ça? Et m'a dit: bah, cherche et tu comprendras. Et cette phrase, je ne l'ai jamais oubliée. Elle m'a accompagné pendant... Parce que j'ai pris la voiture et je suis allé à Senlis tout de suite, parce que j'habite à la campagne, là où j'ai tourné le film, dans le Vexin, où j'ai rencontré Yolande d'ailleurs. Et je suis allé voir les tableaux de Séraphine au musée de Senlis. Il y avait une petite salle où avait été réunie la collection de Willem Oudeux. Et là, je dois dire que c'était une évidence. Et j'ai quand même aussi, quand j'étais très jeune... fait de la peinture. Donc la peinture a été beaucoup dans ma vie. Et j'avais une mère qui voulait être peintre. Et donc je pense que tout ça est en moi, tout ça a travaillé en moi, m'a emmené là. Et à partir du moment où j'ai ouvert la porte de Séraphine, quelque chose s'est mis en route, mais c'est pour moi presque une expérience mystique. Parce que je faisais des rêves, on me disait quoi faire. C'était absolument hallucinant, hallucinant. Je me souviens d'une amie à l'Avance-sur-Recette qui m'a dit: surtout ne dépose pas à l'Avance-sur-Recette sans producteur, parce que personne ne voulait faire le film. Tu l'auras pas. Et j'ai fait un rêve comme quoi je l'avais, je l'ai déposé, je l'ai eu. Donc vous êtes Séraphine. Parce que non, je suis pas elle Séraphine. dit qu'elle est guidée dans sa peinture et vous êtes guidé dans Oui, votre film. Le je rapport pense là est qu'en tout assez cas, évident. J'ai un rapport personnel, mais qu'on retrouve chez plein de cinéastes, hein, je dirais à certaines dimensions, est-ce que je peux appeler ça comme ça? Oui, je l'ai, et il est dans ma vie. Mais j'ai failli mourir quand je suis né, donc j'ai quand même été très marqué par certaines choses. Et je pense que je suis passé de l'autre côté, je suis revenu, mais qu'il me reste une trace. Mais qu'est-ce qui fait que soudainement votre mise en scène se pose? Parce que vous nous disiez il y a quelque temps que vous n'aviez pas cette expérience, on va dire, technique du cinéma. Et tout d'un coup, là, c'est incroyable, la mise en scène prend de l'ampleur. Vraiment, vous vous posez, quoi. J'ai aussi trouvé des producteurs, Milena Poilot et Gilles Sacuto, qui m'ont vraiment entouré. Une équipe... voilà, j'ai été entouré, on m'a donné les moyens. J'ai trouvé une famille, je dirais. Alors que les premiers trucs, je faisais ça comme ça, dans une certaine nervosité que vous avez parfaitement perçue, c'était de la survie. Là, je suis entré dans la vie. Mais vraiment parce que j'ai eu un entourage qui m'a soutenu, Michel Saint-Jean, qui a porté admirablement le film à sa sortie. Il y a eu tout un ensemble de choses. Et d'un seul coup, ce que j'étais et le monde extérieur se sont rencontrés. Mais là aussi, un peu comme Séraphine, c'est comme si on vous a autorisé à vous exprimer. C'est ce qui lui arrive. Tout à fait. Mais je pense que c'est très important. On vit dans une époque où il faut tout de suite faire un chef-d'œuvre. Et je pense que ça, malheureusement, c'est pas possible pour tout le monde. Ça arrive quelquefois. C'était pas mon cas. Et je pense qu'il faut vraiment penser aux jeunes metteurs en scène. Et on voit les premiers films d'Hitchcock, ils sont très mauvais. Où est le problème? Et aujourd'hui, il y a un tel souci de rentabilité qu'on en oublie que c'est un art. Et que tout art, il faut balbutier, et il faut apprendre, et avoir des influences, et s'en libérer. Et ça a été mon cas. En fait, j'ai eu un parcours, je crois, assez normal. On dit que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Est-ce que c'est en filmant qu'on devient bien filmeron? sûr, mais bien sûr. Et je me souviens aussi d'une parole de Isabelle Perfit, qui était à Canal+, qui m'a été très porteuse. C'est qu'elle m'avait dit: mais Martin, il ne faut pas aller trop vite. Il faut faire 3 films, et c'est au 3e qu'on sait. Elle avait vu juste. Oui. Vous rencontrez, comme vous l'avez dit, Yolande Moreau, qui va devenir, je ne sais pas si c'est une muse, je ne sais pas si c'est une actrice fétiche, en tout cas, voilà, une amie et une vraie collaboratrice, je suppose. Comment ça se passe sur ce tournage? De façon très simple, parce que on s'est rencontrés, on a
beaucoup de plaisir à le raconter parce que j'ai acheté une maison dans le Vexin et Yolande y vivait. Et l'entrepreneur qui faisait ma maison me disait, mais moi, c'est moi qui ai fait la maison de Yolande Moreau. Et quand j'ai découvert l'histoire de Séraphine grâce à Nelly, je me souviens que par hasard, j'ai croisé Yolande dans le supermarché à côté de chez moi. Elle était en train d'acheter des légumes, ça, je m'en souviens, je l'ai vue. Je me suis dit, mais c'est elle, c'est Séraphine. Et j'ai appelé mon entrepreneur, je dis, est-ce que tu peux me faire un rendez-vous avec Yolande? Il m'a rappelé, il m'a dit, je te rappelle dans 2 minutes. Et il m'a rappelé, il m'a dit, elle t'attend. Et ça s'est fait comme ça. Et tout s'est tricoté comme ça avec ce film, de façon très simple, mais à chaque fois, il n'y avait pas d'erreur. Donc il y a des films comme ça, et c'est très troublant d'ailleurs d'être là aujourd'hui. C'est ça que j'aurais dû dire hier soir à la cérémonie, mais je suis un peu timide quelquefois. Et j'aurais dû dire que c'est quand même très troublant de revenir 12 ans après, alors que Séraphine, toute cette année, a été là. Il y a eu à nouveau une exposition, il y a eu le catalogue raisonné, il y a une équipe qui est venue me voir, je les ai emmenés voir les arbres de Séraphine, que j'ai revus 12 ans après. Ça m'a tellement ému de revoir ces arbres qui sont toujours là et toujours aussi beaux. Et j'ai acheté une maison, et le type en Grèce, et le type qui s'est occupé de ça, parce qu'il y avait le confinement, je ne pouvais pas y aller, j'ai acheté une maison sans la voir, il me disait, mais faut y aller, mais il faut que je vous dise quand même, mon grand-oncle avait une maison à Senlis, et Séraphine allait laver le linge dans son lavoir. Et je n'ai eu que des signaux cette année, jusqu'à être ici aujourd'hui. Et avec Yolande, ce soir, on va présenter Séraphine. Donc, et ça vient de repasser à la télévision. Donc, si vous voulez, c'est pas que je ne suis pas croyant, mais quand même. Oui, voilà. Des il y a des choses qui nous échappent. Voilà. Et c'est pour ça qu'on fait des films, c'est pour ça qu'on écrit, c'est pour ça qu'il y a la littérature. Ce sont des instruments de connaissance pour moi. Et j'espère les utiliser au mieux et donner envie à d'autres après d'aller voir, hein, parce qu'il y a de l'autre côté. Alors, vous disiez que vous aviez eu du mal à trouver des producteurs, que personne n'en voulait. Après, forcément, après les Césars, les choses changent. Et le tandem Provost-Moreau devient peut-être une sorte de ticket gagnant dans l'esprit des gens du cinéma. En tout cas, vous faites un 2e film, mais là, vous les prenez à contre-pied et vous faites « Où va la nuit ?» Est-ce qu'il vous battez? Oui, mais enfin, c'est quand tu l'avais bu. Tu gifles. Vous empirez avec le temps. Des fois, il me jetait par terre, il m'aidait à me relever, il recommençait. Sincère condoléance. La police, qu'est-ce qu'ils ont dit? Rien, qu'est-ce que tu veux qu'ils disent? Ils cherchent. Votre mari, il avait reçu des menaces? Pot d'échappement, hein? Il a toujours été comme ça? Mais laisse ça, on l'a déjà vérifié. Je suis tellement contente de te voir. T'habites loin d'ici? Un peu, on va prendre un taxi. Désolé, j'ai pas fait le mot. Je ferai. Je disais pas ça pour ça. Tout va aller bien maintenant, tu vas voir. On va repartir de zéro. Vous ne venez pas avec nous? Ne dis pas que tu vas laisser ta mère toute seule. Et ils ont trouvé quelque chose, l'enquête a progressé. Pourquoi t'es resté avec lui pendant tout ce temps? Pourquoi t'as accepté toute cette merde? Je suis restée pour toi, Thomas. Pour toi. Mais qu'est-ce que t'es en train de me raconter là? Tu soupçonnes ma mère, c'est ça? Madame, les gens verront les choses de votre point de vue, je vous assure. La femme même m'a quitté, tout le monde adore les histoires de femmes battues. Mais félicitations, vous avez bien fait! Pourquoi n'êtes-vous pas simplement parti? Alors donc, vous retrouvez Yolande Moreau pour ce film, Où va la nuit? Une autre histoire de femme qui s'affranchit? Oui, c'est un roman, c'est Julie Salvador qui me l'a proposé, un roman très beau de Kiss Ridgway qui avait eu le prix Médicis, qui s'appelle Mauvaise pente. Et très très bon roman, mais qui se passe en Irlande, une femme anglaise qui se retrouve en Irlande, aussi toute une dimension mystique dans le roman que je ne pouvais pas garder dans le film. Donc c'est une première adaptation, je trouvais ça très difficile de faire l'adaptation d'un livre, surtout un livre pareil au cinéma. Mais quand je l'ai lu, c'était tellement évident que c'était Yolande et que après Séraphine, il fallait passer à autre chose, faire un film contemporain, parler d'un problème. Je pense que le film sortirait aujourd'hui, il serait beaucoup mieux reçu.
parce que ça parle des femmes battues et d'une femme battue qui se rebiffe, et aussi du fils. Qu'est-ce que c'est que d'être l'enfant d'une femme battue? Oui, c'est vrai que ça rappelle un peu les histoires de Jacqueline Sauvage et de Valérie Bacou dont on a entendu parler récemment. Vous étiez vraiment conscient de ça, vous aviez peur d'un enfermement possible dans le rôle du réalisateur qui fait des biopics de femmes artistes? Déjà, je détestais le mot biopic parce Pardon? que ça me fait toujours penser à la pub pour des produits WC. Enfin, je vois la bouteille et ça m'horrifie. Et je pense pas qu'on puisse dire. Je pense pas avoir fait un biopic d'abord. J'ai fait un film sur une femme qui peint et sur une femme de ménage qui peint et qui s'affranchit en effet. Et le mot, on commençait seulement à l'utiliser, le mot biopic. Mais je voulais en tout cas faire autre chose. Et je savais, c'est marrant, je le savais intimement, qu'après Séraphine, j'allais me viander. Qu'il fallait que j'accepte ça. Il fallait pas que j'ai peur d'aller au casse-pipe et d'essayer autre chose et de prendre un risque. Et c'est ce que j'ai fait d'ailleurs, je crois, toute ma vie. Hein. Mais surtout ne pas rester confortable dans quelque chose, parce que Séraphine, ça a été formidable, il est sorti dans le monde entier. Je pouvais faire vivre pendant 3 ans merveilleusement dans tous les plus beaux hôtels du monde, et je voulais pas ça. Et j'ai voulu tourner tout de suite et me mettre surtout au travail, parce que le temps passe et le temps est précieux. Après, vous allez faire un nouveau film. Là, bizarrement, vous revenez à ce que j'ai dit que vous aviez peut-être peur d'être, à savoir un réalisateur qui fait de grands beaux films en costume avec sur une héroïne artiste. Et vous faites Violette sur Violette Leduc, qui est c'est le film de vous que je n'avais pas vu, et j'ai pris une claque magistrale. Si on peut regarder la bande-annonce de Violette. La laideur chez une femme est un péché mortel. Vous êtes belle, vous êtes celle qu'on regarde dans la rue pour sa beauté. Vous êtes laide, vous êtes celle qu'on regarde dans la rue pour sa laideur. Bonjour Violette. Bonjour madame. Vous avez écrit un beau livre. Puissant, intrépide. Approfondissez. Il faudra aller encore plus loin. Tout dire. Vos trafics, vos amours et surtout l'avortement. Vous rendrez service à bien des femmes. Simone de Beauvoir, bonjour. Il semble que la société française est à la veille de profonds bouleversements qui modifient de manière irréversible le rapport des femmes à la littérature. Voici Violette Leduc dont je vous ai parlé. Jean Genet. Vous êtes le plus grand. Sans blague. Vous savez pourquoi je n'ai pas été éditée dans la collection blanche? Cette couverture est sinistre. Dites-le, qu'est-ce que vous croyez? Il y en a pour Julien Green ici. Ne faites pas cette tête, je ne fais que partir, je ne suis pas encore morte. Mais vous revenez quand? J'ai lu La Femme et c'est ce que vous avez écrit de plus beau, de plus fort. Mais je ne m'attendais pas à être l'objet de tant d'amour. C'est parce que je suis laide que vous ne m'aimez pas. Je vous demande de sortir de ma vie. Mais c'est vous qui m'avez donné cette place dans la vôtre. Reprenez votre plume. Vos cris, vos larmes ne vous font pas avancer. L'écriture, oui. On me reproche aussi de n'avoir... Vous parlez de la sexualité féminine comme aucune femme ne l'a jamais fait. Avec poésie, vérité et plus encore. Un jour, on vous remerciera pour ça. Mais qu'est-ce qu'ils en savent? Mon cas n'est pas unique. J'ai peur de mourir et je suis navrée d'être au monde. Je m'en irai comme je suis arrivée, intacte, chargée de mes défauts qui m'ont torturée. Si je manquais d'amour, si je... Il y a quelque chose je trouve, qui réunit Violette et Séraphine, c'est comment vous filmez la lumière. Oui, pour moi, j'avais le projet d'un triptyque au début. Je voulais faire un film sur la peinture avec une femme, sur la littérature avec une femme, Violette. Le film est né presque en même temps que Séraphine, le projet sur Violette. Mm-hmm. Et je me disais, je vais faire un 3e film sur la musique, mais je n'ai pas trouvé. Et les films, pour moi, se répondent. Enfin, c'est vraiment, ils vont ensemble. Et c'est un film que j'ai adoré faire. J'ai adoré travailler avec Emmanuelle DeVos, qui est une actrice absolument incroyable et qui, dans le rôle, est éblouissante. Et Sandrine Kiberlin, qui n'était pas du tout mon idée de départ et qui a réussi une incarnation de Simone de Beauvoir vraiment, je trouve, exceptionnelle. C'est mon film préféré. C'est pas Séraphine, j'aime beaucoup Séraphine, mais ce film-là, parce que la littérature fait aussi partie de ma vie, très modestement, mais quand même, et l'écriture, en tout cas, oui, me parle particulièrement, et j'espère, à travers ce film, dire quelque chose
sur ce qu'est l'écriture, la difficulté d'être et d'écrire, et à quel point ça peut sauver une vie. Là, je trouve votre mise en scène est encore plus éblouissante que jamais et plus raffinée. Les cadres sont déments. J'adore les films d'époque. En fait, je vois bien que je suis fait pour ça. Je suis plus à l'aise là-dedans que... Oui, je suis à l'aise là-dedans. Et puis Yves Cape, qui était le chef opérateur, a été un collaborateur absolument magnifique. Ça a été un tournage très magique, comme il y en a quelquefois, et très porté, avec un personnage qui était l'inverse de Séraphine, c'est-à-dire Violette Leduc, qui était une femme de l'ombre, une femme ténébreuse, aigre, en souffrance permanente, insupportable. C'était pas facile d'arriver à faire un film sur un personnage aussi négatif, je dirais. Mais ça a été un tournage merveilleux, merveilleux. Oui, pour moi, c'est vraiment mon meilleur film. Et à la sortie, comment a-t-il été perçu? Très modestement. Michel Saint-Jean, qui a distribué le film, a voulu le sortir. Je me souviens, on est allé à Toronto où le film, on ne parlait que du film. Donc on s'est senti très fort. Moi, j'avais un gros doute. Je sais, j'en ai parlé aux producteurs qui n'ont pas voulu m'entendre. Et on est sorti début novembre avec Emmanuel et on était démontés parce qu'il y avait eu une saison à Cannes absolument extraordinaire. Le film n'avait pas été sélectionné à Cannes. Et on est sorti derrière des mastodontes incroyables et ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, mais il a eu une vie extraordinaire à l'étranger. Et c'est un film qui vit partout, dans le monde entier, un peu sauf en France, comme Violette Leduc, qui est étudiée dans les universités américaines, mais qui a été réédité grâce au film, quand même. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Oui. C'était aussi une résurrection. Vous disiez de votre précédent film, je savais que j'allais me planter. Qu'est-ce qui se passe quand on fait un film qu'on aime profondément? C'est très dur. Voilà. C'est très dur parce que j'ai eu le sentiment de ne pas être reçu, de ne pas être connu, de pas... Et en même temps, avec du recul, je me dis, peut-être tant mieux. Enfin, ça fait partie du jeu. Je pense à la règle du jeu, justement, je ne me compare pas. Hein, non. Là, hein, pardon. Mais je me dis, il faut apprendre ça, il faut accepter ça. Séraphine, ça a été un truc formidable, c'est pas tout le temps. Et puis, j'ai un petit peu changé de route. J'ai pas fait ce troisième film sur la musique, je ne l'ai pas trouvé. J'ai pas trouvé le personnage. J'avais pensé à un moment à Mel Bonis, mais c'était pas des personnages, Nadia Boulanger, mais c'était pas suffisant pour moi. Et puis, je ne suis pas mélomane, enfin, je n'ai pas de formation musicale enfant, donc je ne me sens pas fort avec ça. J'avais pensé à Barbara, je me souviens, puis Mathieu Amalric l'a fait. D'une certaine façon. Oui. Je ne le ferai pas comme ça, mais... Bien sûr. Et du coup, j'ai erré un peu pendant 1 an, et puis j'ai eu une rencontre avec un producteur, une prise de conscience de quelque chose, ma naissance, tout ça, et hop, il y a eu Sage-Femme qui s'est dessinée. Et ben voilà, on regarde. Bonjour, voilà, je suis à la recherche d'Antoine Breton. Je me demandais si vous n'étiez pas sa fille. Je suis Béatrice Sobolewski. C'est toi? Entre! Tu dois te demander ce que je fous là, hein? Whisky? Tu as quel âge maintenant? 49 ans. Oh là là, t'as toujours fait un petit peu plus que ton âge, remarque. Hein? Qu'est-ce que tu fais maintenant? T'as l'air si sérieuse. Je suis sage-femme. Ça doit être merveilleux de voir naître tous ces bébés. Francis, tu me fais une omelette avec des frites et un verre de vin rouge. Bien comme ton père, toi. Hein? Pas une goutte d'alcool. Alors, qu'est-ce qu'il est devenu? Il est mort. Peu de temps après votre départ. Qu'est-ce que tu ferais si quelqu'un du passé revenait vers toi? Quelqu'un qui t'a fait du mal? Je change de trottoir. Pas toi. Je croyais que vous étiez une princesse hongroise, que vous aviez du sang russe. Mais j'ai toujours aimé raconter n'importe quoi. Et j'aime encore plus quand on me croit. Ça va, pourquoi tu fais tout le temps la gueule? Vous disparaissez pendant plus de 30 ans. Et il faut que je sois garde à vous parce que vous avez besoin de moi. Claire! D'accord, je dis un peu garce avec ton père, mais faut pas imaginer qu'il se tuerait à cause de moi. Ça vous flatte, hein?
Avouez. Tu sais que t'es belle, toi, quand tu t'en canailles. Mais c'est un père, c'est pas possible. Il faut que je t'en rachète un autre. Bon, je sais plus quoi penser, là. On en a fait de belles, toutes les deux. Vous voulez faire un tour? Moi, j'aurais été heureuse d'avoir une fille comme toi. Je peux vous demander pourquoi vous avez disparu du jour au lendemain? Vous venez d'expliquer un petit peu comment vous êtes arrivé à ce film, mais comment vous êtes arrivé à cette histoire? C'est assez clair parce que je voulais pas parler de moi, je voulais plus parler de moi. Et je voulais passer à autre chose. Et je dirais quitter sa propre histoire pour entrer dans l'histoire, pour être avec les autres. Et j'ai imaginé cette histoire que j'ai inventée de A à Z, de cette femme qui voit revenir du passé quelqu'un qu'elle a adoré, évidemment, mais qui est à l'origine de la mort de son père. Et qu'est-ce que c'est que le pardon? Qu'est-ce que c'est que de faire la paix avec les gens qu'on a aimés, même si on s'est éloigné d'eux et qu'on s'est égaré. Et puis la sage-femme fait partie de ma vie, puisque j'ai le sang d'une sage-femme dans les veines, et elle m'a sauvé la vie, cette femme. Donc je voulais lui rendre hommage, je voulais la retrouver, et je l'ai retrouvée. Donc ça a été extraordinaire par le film, et c'est grâce au film. Vous voyez, quand je vous dis qu'il y a un truc, il y a vraiment un truc. Vous avez dans ce film les deux Catherine. Oui. Voilà, les deux grandes Catherine. Oui. Est-ce que vous avez l'impression, au fil des films, que vous êtes devenu une sorte de Georges Cukor à la française, c'est-à-dire un réalisateur avec lequel les grandes actrices aiment travailler? Parce que j'aime travailler avec elles aussi, Ah, oui. et que c'est vers elles que je vais. C'est d'instinct, hein, chez moi. C'était pas du tout prémédité, mais ça se fait. Et puis, oui, j'aime travailler avec les femmes, je m'entends bien avec les femmes, et je m'entends mieux avec les femmes qu'avec les hommes. Hein. Je ne me suis pas bien entendu avec mon père, c'est assez basique. Et je m'entendais très bien avec ma mère. Donc, même si c'est compliqué, j'ai un lien évident avec la féminité, je dirais, plus qu'avec les femmes. Oui. On veut toujours opposer, quand il y a plus d'une vedette féminine sur un film, on veut toujours les opposer et on aimerait toujours qu'il y ait des coups de griffe et des coups de sac à main. Comment ça s'est passé, le tournage? Comme dans le film. C'est-à-dire, j'ai eu deux Catherine qui se sont observées. Et c'est ça le miracle du travail et d'un film, c'est que quelque chose se fait. Et quelque chose se fait aussi dans les rapports avec les gens sur le plateau. C'est comme une matrice pour moi. Pour moi, les films, c'est comme mettre au monde des enfants. Oui. Et quelque chose s'est fait entre elles, un peu à leur insu. J'ai pu filmer des choses, je me souviens de séquences que je tournais à deux caméras parce qu'avec Yves, on se disait, mon chef-op, on se disait, faut mieux faire à deux caméras parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer entre elles, parce qu'elles ne se comprenaient pas bien. Elles s'estimaient, mais elles ne se comprenaient pas. Et c'était exactement le sujet du film. Bien sûr. Donc il y a des plans que j'ai pu monter, que j'ai volés, en fait, à l'une ou l'autre des Catherine, parce qu'elles étaient complètement sur deux planètes opposées. Mais ça a fait le film. J'ai un camarade cinéaste qui dit que faire réaliser une fiction, c'est aussi réaliser un documentaire sur des acteurs qui jouent. Est-ce que c'est quelque chose que vous comprenez? Oui, j'entends ça. Je dirais pas ça. Je dirais c'est en tout cas entrer dans le monde intérieur de l'acteur, qui est aussi le monde intérieur de la personne. Et qu'à partir de là, mon travail, c'est de tirer certains fils pour emmener l'acteur dans un territoire ou vers un territoire qu'il n'a pas encore exploré. Et que quand j'arrive à ça, c'est merveilleux parce que c'est automatiquement sur la pellicule et que c'est ça le but, pour moi en tout cas. J'ai l'impression qu'après Violette, il y a une espèce de bascule qui se fait à l'envers, c'est-à-dire que comme vous étiez parti de presque de la comédie, on le disait tout à l'heure, Oui. un peu énervé, là vous retrouvez une légèreté quand même, j'ai l'impression, avec Sage-Femme, presque une sorte de bien-être de filmer. Ben, j'ai voulu, d'abord c'est un film que j'ai écrit seul, alors que les autres je les avais écrits avec Marc Abdelnour, avec qui je travaille toujours, et avec qui je vais retravailler d'ailleurs. Et là, j'ai eu envie de me prouver à moi-même que je pouvais tout faire de A à Z.
Et donc j'ai retrouvé, oui, quelque chose qui est de ma nature aussi, d'une certaine légèreté, j'espère, mais à bon escient. Et le personnage de Deneuve dans le film incarnait ça pour moi. Et je voulais montrer l'ombre et la lumière. Qu'est-ce que c'est que les deux facettes, comme si les deux femmes n'en formaient qu'une, en fait. Et je crois que c'est un peu aussi ma façon d'être. Alors après La Sage-Femme, il y a La Bonne Épouse. Mesdemoiselles, un peu de silence, s'il vous plaît. Pendant les 2 années que nous allons passer ensemble à l'institution ménagère Van der Beek, vos futurs professeurs et moi-même allons avoir la délicate mission de faire de vous la perle des ménagères. Rotation de chiffon, toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. La bonne épouse est avant tout la compagne de son mari, ce qui suppose oubli de soi et une bonne humeur. Arrête! Robert! Il étouffe! Tapez-lui dans le dos! 24 ans de vie commune. C'est quoi ça? C'est des lettres d'huissier. Je peux entrer? Nous sommes ruinés. Passez la seconde! La seconde! Femme au volant, gare au tournant! Tu vas pas t'y mettre toi aussi? Pensez-vous que nous arriverons à sauver l'école? Si nous ouvrions un nouveau compte à votre nom. Vous dire que j'aurai un carnet de chèques à mon nom. Une bonne épouse se concentre sur ses tâches ménagères. Je veux te revoir. Non! Afin de ne pas céder à toutes ces tentations. En 2 mots, mains occupées, mauvaise pensée chassée. Ma mère a dit à mon père qu'elle va monter à Paris rejoindre les féministes. Les quoi? Les féministes. C'est qui? Les femmes qui veulent être les égales des hommes. Vous faites de nous des boniches comme vous. Je veux vivre, moi. Je veux être libre. Les mains en l'air aussi! Je veux pas que tu sois mon esclave, je veux faire ma vie avec toi. Si ça peut te rassurer, sache que... Je suis à l'as du repassage et tu fais très bien la cuisine. Tu sais faire la cuisine, toi? Alors La Bonne Épouse, réjouissante comédie. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire ce film? Et puis où avez-vous trouvé cette histoire, qui est une histoire... Enfin, en tout cas, ces écoles ont existé. J'avais d'autres projets de films, pour tout vous dire, dont un film avec Catherine Deneuve, d'ailleurs. Et je sais pas, tout a été reporté, tout a été bousculé. C'était des sujets beaucoup plus graves. J'avais un film assez noir. Voilà. Et puis, à un moment, ça se faisait pas. Et j'étais allé passer des vacances dans le Cotentin chez une dame... j'avais loué un petit truc pour aller travailler et elle m'avait raconté sa vie, elle m'avait raconté comment à l'âge de 15-16 ans elle avait décidé de ne pas faire d'études et de faire une école ménagère pour rester avec ses copines qui étaient toutes filles d'agriculteurs. Et au terme école ménagère, je me suis dit mais c'est quoi ça? Et j'ai regardé sur internet, je suis allé sur le site de l'INA et j'ai trouvé des petits documentaires des années 50 et 60 sur les écoles ménagères, et c'était exactement comme le film, hein, c'est-à-dire complètement dramatique et dérisoire et très 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 drôle. Et c'était une évidence, et ça j'ai pu le monter très très vite. Donc c'est aussi, les films s'imposent d'eux-mêmes quelquefois, c'est pas toujours si simple que ça. Est-ce que vous avez l'impression, parce que là on parle de féminisme et la fin du film, il y a une séquence que j'adore et que je trouve vraiment osée et comédie musicale, oui. Oui, voilà. Mais est-ce que vous avez l'impression de faire des films, puisque vous faites des films où on parle souvent de la condition des femmes, est-ce que vous avez l'impression de faire des films féministes? Oui, je pense, oui. Sincèrement, oui. Je pense que c'est ce qui m'a toujours habité d'une certaine façon, sans le nommer. Mais j'ai vu tellement ma mère soumise à mon père, tout ça au nom du soi-disant amour, qu'évidemment que je me suis posé la question, même de façon inconsciente, mais de plus en plus consciente, et en me rendant compte qu'on était dans une société patriarcale et qu'évidemment tout ça avait commencé à changer, mais vraiment avec 68, d'où ce film-là. Et c'était amusant d'ailleurs, parce que quand j'écrivais le scénario avec Séverine Verba, avec qui j'ai écrit ce film-là, le mouvement MeToo a été créé, donc on était déjà en amont. Donc je pense que ce film-là devait aussi exister, parce que dans toutes ces choses très dramatiques qui se sont passées, c'était important aussi d'avoir un point de vue avec de l'humour. Parce que la création du MLF, racontée par Gisèle Halimi, ou enfin toutes ces femmes,
elle s'amusait beaucoup. Et c'est une chose qu'on a perdue, le sens de l'humour et le recul sur soi-même. Où va la nuit, qui était un film largement en avance sur le mouvement MeToo. Oui, aussi. tout à fait. Ouais. Tout à fait. Et qui, comme vous le disiez tout à l'heure, aurait peut-être marché plus maintenant parce que je pense qu'aujourd'hui on le remarquerait. On est plus, on le remarquerait. On est plus ouvert sur la question. Sur comment appelle-t-on ça? Sur ce carton, pardon. Vous pouvez lire Classe de maître Martin Provost, Memento. Alors c'est pas son deuxième nom de famille. Memento, c'est le nom de son distributeur dont nous présentons cette année les bijoux de famille. Je vais demander à Anthony Bobo, qui représente Memento, de venir nous rejoindre, puisque Memento est devenu... Non, on va le mettre là, Anthony, c'est mieux, m'a-t-on dit, pour la caméra. Et comme on veut qu'il ait... Regardez, dans Bobo, il y a beau, donc forcément, on a besoin de le filmer sous le bon angle. Voilà. Voilà, Anthony, que vous pouvez applaudir. Et qui nous présente donc cette année avec Memento 5 films absolument admirables. Au bout du compte d'Agnès Jaoui, Le passé d'Asghar Farhadi, pardon, Marguerite de Xavier Giannoli, qui avait occupé votre place, Martin, il y a quelques années, 120 battements par minute, et Un triomphe d'Emmanuel Courcol, qui va enfin sortir. J'ai bien enfin sortir, puisqu'il avait été présenté l'an passé, qu'il a été déprogrammé. Oui. Memento, on va parler de l'histoire de Memento juste après, mais il y a quand même La bonne épouse et une sorte de cas d'école sur ce qui s'est passé dans les presque 2 ans passés, puisque La bonne épouse a été la première victime cinématographique. S'entend, il y a d'autres victimes beaucoup plus graves, hélas, mais la première victime cinématographique du confinement, puisque c'est un film important, c'est un film avec un certain budget, c'était pour Memento un lancement important, et puis le mercredi, le film sort, le samedi soir, les salles sont fermées, comme ça, en un claquement de doigts. Comment on fait pour surmonter ça? Comment on fait pour rassurer son réalisateur? Comment ça se passe? Comment on vit cette période et comment on relance le film? Parce que là, pour le coup, des fois, on fait des masterclass, enfin régulièrement, on fait des masterclass avec des distributeurs, mais on est toujours un peu dans le flou. Là, c'est un cas d'école. Oui, c'est un cas d'école, parce que c'est vrai qu'en plus, La bonne épouse, donc c'était le deuxième film que nous faisions avec Martin après Sage-Femme. C'est vrai que c'était un film important pour nous, et on n'arrêtait pas de dire que ça serait certainement, on y croyait énormément, on adorait, enfin j'en parle au passé, mais on adore toujours le film, on l'aime le film. Et c'est vrai que c'était dans notre esprit, et je dis notre parce que je pense il n'est pas là avec nous maintenant, mais Alexandre Malégui, qui est le fondateur de la société, on était voilà, c'était la plus grosse sortie de cette société. Voilà. Memento, ça a été créé au début des années 2000, 2003, voilà, et on reviendra après peut-être donc sur l'historique, mais en tout cas, La bonne épouse, pour nous, c'était certainement notre plus grosse sortie, et c'est un film auquel on croyait énormément, et pour nous, c'était aussi peut-être le film qui pouvait être notre plus gros succès. Et du coup, c'est vrai que le 11 mars, on sort le film, le démarrage est plutôt bon, et puis déjà le lendemain, on a eu une journée, parce que je crois que le jeudi ou le vendredi, on apprend que finalement on peut plus accueillir. Oui, en demi-salle. Voilà, c'est plus des demi-jauges, mais on peut pas faire plus de 100 personnes par séance, etc. Et puis il y a le couperet qui tombe le samedi soir, où on apprend effectivement. Donc comment on rassure tout le monde? Déjà nous, on se rassure soi-même. Déjà on essaie de surmonter le choc. Et puis tout de suite on s'est dit, de toute manière. Voilà, le film pour nous, finalement, le film n'avait pas eu de carrière. Il était resté à l'affiche 4 jours. Donc finalement, voilà, dès le départ, on s'est dit, le jour où les salles réouvrent, on sera là et on réouvrira, on ressortira. Et c'est même pas ressortir, après c'était même le film connaîtra sa véritable sortie au moment de la réouverture des salles. Et c'est vrai qu'on ne savait pas combien de temps allait durer ce confinement. On est resté en contact. Je me souviens de cette boucle WhatsApp qu'on avait avec les producteurs, avec Denis Pinot-Valenciennes et François et toi et Alexandre, etc., où on échangeait régulièrement et on restait en contact et on essayait effectivement de gagner. Et puis c'est vrai que on a
En fait, au moment de la réouverture des salles, on a choisi de relancer le film. Il ne s'agissait pas juste de le remettre sur les écrans. C'est-à-dire que tout de suite, on t'a demandé si tu étais prête à accompagner, et si Juliette Binoche et compagnie étaient prêtes à accompagner, parce que tout le monde était là. Il fallait recommencer. En fait, ce qu'on avait accompli, parce que sortir un film, évidemment, il y a tout un travail en amont, un travail de promotion, un travail marketing, il y a un travail d'accompagnement avec l'équipe du film, également avec le réalisateur, avec ses interprètes. Et il fallait... on a repris ça. Et on a eu la chance aussi d'être accompagnés nous-mêmes, c'est-à-dire que les médias, la presse, les journalistes ont joué le jeu, les salles ont évidemment joué le jeu, et toutes les salles qui avaient programmé le film le 11 mars l'ont ressorti au moment où elles ont réouvert. Il n'y a pas une salle qui n'avait pas le film à l'affiche, et d'autres salles se sont ajoutées parce qu'effectivement il y avait peu de nouveautés, beaucoup de films se sont déprogrammés, et finalement on s'est retrouvé le film s'est retrouvé à un moment, je crois, pratiquement dans 1000 salles, quelque chose comme ça. Enfin, je veux dire, même le dernier Star Wars n'a pas eu autant de salles. Donc on était, voilà, c'était... oui, il y avait un appétit des salles pour les films. Et Martin était notre George Lucas, quoi. C'était notre Jedi, en fait, voilà. Mais je le suis encore. Et tu l'es toujours. Et du coup, et voilà, alors c'est vrai que le film a peut-être pas fait les chiffres que nous attendions. Il a fait combien ? Au final, on a fait pratiquement 700 000 entrées. C'est vrai que c'est un film qui, pour nous, avait un potentiel peut-être même, je dirais, 1,5 million. Ouais. Il y avait vraiment, parce qu'on a vu les retours du public. Et il y a quelque chose qui est assez étonnant, c'est que généralement aujourd'hui, on sait que le DVD, c'est plus grand-chose, etc. Mais par exemple, sur la VOD, on a des fois des ordres de grandeur. On sait, voilà, si le film a fait tant d'entrées en salle, on voit à peu près combien on va pouvoir faire de ce qu'on appelle le report. Le report en VOD. Et sur La Bonne Épouse, le report, il est hors norme, en fait. Il est énorme. Il y a énormément de gens qui ont découvert le film en VOD. Donc, du coup, oui, on peut se dire qu'il y avait une appétence, il y avait une envie du public pour le film. Mais c'est vrai qu'on a traversé ensemble une période compliquée. En même temps, voilà, et le film je pense, va rester, va perdurer. Mais c'est vrai qu'il a eu cette deuxième vie également en VOD. Et c'est vrai qu'au final, quand on voit l'an dernier les chiffres, les résultats des films qui sont sortis au moment de la réouverture des salles et qui sont sortis pendant tout l'été, et même jusqu'à la fermeture suivante qui est intervenue fin octobre, La Bonne Épouse a été un des plus gros succès de ces 4-5 mois qu'on a eu de sursis, en fait. Donc c'est quand même quelque part une belle victoire, et ça reste, et du coup je crois que ça reste une très belle aventure, parce que c'est un film qui a été c'est marrant, parce que quand on a lu celui-ci, on était tout de suite très enthousiaste, et ça a été, pour moi, la Bonne Épouse, c'est un film qui est marqué quelque chose il a quelque chose de joyeux, en fait, malgré tout ce qui s'est passé, malgré ce qu'on a vécu tous ensemble, c'est quelque chose de joyeux. C'est un film qui a été fait, je crois, dans la joie, dans la bonne humeur, et c'est quelque chose qu'on voit à l'image, on le voit dans la bande-annonce, on le voit pour les gens peut-être qui ont vu le film ici. C'est un film qui a été fait, et c'est aussi quelque chose chez Martin qu'on sent, c'est une sincérité, et je crois que la plus grande qualité de Martin, je dis pas ça pour lui faire plaisir, parce qu'on n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour ça, mais je pense que c'est un cinéaste du cœur, et c'est quelqu'un qui travaille avec son cœur, et qui aime ses personnages, même quand il s'agit de parler de choses difficiles. Tu parlais d'Où va la nuit, qui est un film qui, moi, je trouve absolument magnifique, enfin, qui est un film magnifique, qui est un très très beau film, qui est un film très dur, mais voilà, mais même ce film-là, même quand tu vas dans la noirceur, quelque chose de plus dur, c'est fait avec du cœur, et ça, je crois que c'est tout ce qui fait la différence. Martin, on sait bien maintenant que les distributeurs ont de plus en plus d'importance dans la création d'un film. C'est-à-dire qu'ils ne sont plus en bout de chaîne avec un producteur qui aurait déjà... ils sont vraiment... ils participent vraiment. Tu disais là, dès la lecture du scénario, j'entends parfois des distributeurs dire « Oh, j'ai fait couper cette réplique. Oh, j'ai demandé un changement dans le montage, etc. » Ils sont de plus en plus interventionnistes. Donc du coup, c'est important d'être... en bon accord avec son distributeur. C'est absolument fondamental. J'ai fait mes premiers films avec Michel Saint-Jean et je lui dois beaucoup. Ça a été une relation très forte.
il était aussi assez intervenant, mais beaucoup peut-être avec un certain recul. Vous étiez plus quelquefois, Alexandre, il lâche pas. Hein, le plan de la barque dans Sage-Femme, il voulait que je l'enlève à la fin. Et moi, je voulais pas, parce que je savais la symbolique de ça. Mais en même temps, c'est comme ça fait partie du jeu, parce que l'argent est peut-être un peu malheureusement, mais au cœur de nos existences est devenu a pris tellement de place que chacun défend son beefsteak. Et il faut bien le défendre avec ce qu'on a dans notre époque pour pouvoir peut-être passer un moment à autre chose. J'espère que, je souhaite qu'il y ait plus de films encore plus libres, plus poétiques, plus incongrus, plus surprenants, qu'on se laisse surprendre, oui, par des œuvres qui aujourd'hui auraient du mal à exister parce qu'on pense tout de suite à ce que ça doit rapporter. Anthony, c'est à l'inverse, c'est important pour un distributeur d'avoir des rapports avec un auteur, avec un réalisateur, et de le suivre comme vous faites donc maintenant avec Martin, ou comme vous faites depuis longtemps avec Asghar Farhadi. Oui, c'est important. C'est vrai qu'une relation avec un auteur, elle peut se construire sur la longueur. Il y a une fidélité. Alors, c'est vrai que chez Memento, des fois, il nous arrive de faire des fois des petits... On s'arrête avec un auteur et puis on reprend. C'est parce que tu disais qu'on peut être très interventionniste. C'est vrai. Et du coup, en fait, par rapport à d'autres sociétés... l'une des spécificités en même temps de Memento, nous, c'est qu'on fait peu de films dans une année. Certaines sociétés de distribution sortent 15, 20, 25 films dans l'année. Et vous ? Une dizaine maximum. Ce qui est presque un par mois, c'est pas mal quand même. Voilà, on essaie d'être même pas un par mois, un peu moins d'un par mois, parce qu'il s'agit de travailler, d'accompagner le film. Et c'est vrai que nous, quand on sort un film, il ne s'agit pas de l'abandonner le lendemain du mercredi de la sortie. On va essayer on va le continuer, on va l'accompagner dans les semaines qui suivent. Donc du coup, ça nécessite de ne pas avoir forcément un film effectivement toutes les 2 semaines. Et du coup, c'est vrai qu'on est très, très sélectif et qu'on ne va s'engager que sur des films sur lesquels... c'est un peu idiot, je vais parler de coup de cœur, etc., mais en tout cas, sur lequel on a une véritable envie. Et si on a un doute, même si c'est un cinéaste avec qui on a pu vivre de très belles aventures, on préfère peut-être qu'il aille le laisser partir, puis qu'il puisse faire ce qu'il veut, mais puis peut-être après il peut revenir chez nous. Ça nous est arrivé il n'y a pas longtemps. On avait distribué Oslo 31 août de Joachim Trier. Et puis ensuite, on a accompagné Joachim, on a carrément coproduit son film suivant, qui était Back Home, film qu'il a choisi de tourner aux États-Unis avec Gabriel Byrne, Jesse Eisenberg et Isabelle Huppert. Le film est allé à Cannes ensuite. Il n'a pas vraiment marché, mais on était prêt à l'accompagner. À la rigueur, les entrées, c'est pas ça qui va déterminer si on va continuer avec un cinéaste. On peut effectivement connaître un échec avec un cinéaste et avoir envie de continuer avec lui, parce que le projet ça va être un projet séduisant, c'est quelque chose qui va nous plaire, qu'on va avoir envie de c'est pas ça, c'est pas tant ça qui va faire que. Mais en tout cas, les résultats du film précédent. Du coup, avec Joachim, oui, on était prêt à l'accompagner, à continuer. C'est vrai qu'il a commencé à nous parler d'un projet sur lequel on était un petit peu bon. Il nous envoie au début, on en parle comme ça. Il nous envoie un traitement d'une 15aine de pages. On a des doutes et on se dit bon, on va voir quand même. Et puis il nous envoie une première version du scénario. C'est vrai qu'on a des discussions avec lui, avec ses producteurs, qu'on lui demande de réécrire. Il y a une deuxième version qui arrive. Puis une troisième, et en fait, on s'aperçoit que nous, en tout cas, ce film-là, très honnêtement, on n'en a pas envie. Et que lui a envie de le faire, et qu'il a très envie de le faire. Et on n'est pas là pour nous, on est là pour accompagner des cinéastes. On n'est pas là pour les brimer. Donc on lui a dit, eh bien, écoute, dans ce cas, si tu veux le faire, sens-toi libre d'aller. Il n'y a pas d'animosité, il n'y a pas de rancœur entre nous. Si tu veux le faire, si tu sens que c'est ce film que tu dois faire, pas de problème.
Ah bah voilà, donc c'est quand même... Elle trouve toujours le moyen Bah, d'appeler, bah, même bah, quand le téléphone bah, est coupé. bah, Donc, elle trouve, mon Dieu. C'est extraordinaire. Voilà. Et du coup, voilà, non, voilà, et c'était on lui a dit, bon voilà, si tu tiens vraiment à le faire, nous personnellement, c'est pas un sujet qui nous convient, qu'on aime, on n'y croit pas. On pense que c'est peut-être pas le bon film à faire, mais ça c'est très prétentieux de dire ça à un auteur, donc quelque part, et c'est risqué. Mais au moins c'est honnête. Mais c'est honnête, et du coup, il nous a dit OK. Et il est donc allé, donc avec ses producteurs norvégiens, ils ont trouvé des coproducteurs français, un autre distributeur. Enfin, ils ont fait le film. Le film n'a pas eu le retentissement qu'il espérait. Et du coup, sur le suivant, il nous a proposé, toujours par amitié, il nous a demandé, voilà, est-ce que vous voulez quand même lire le suivant? Et on l'a lu. Le film s'appelle Julie en 12 chapitres. On l'a tout de suite, et on l'a tout de suite rappelé en lui disant, mais on l'aime, on adore ce film, et enfin ce scénario, et c'est toi, et on retrouve le cinéaste qu'on a aimé dans Oslo, etc. Et donc, si tu es d'accord, enfin si tu es financier, si tu es producteur et tout, nous on veut être de l'aventure. Et nous l'avons été. Et le film a été présenté en compétition au dernier festival de Cannes. La comédienne a remporté le prix d'interprétation. Donc jusque-là... Jusqu'ici, tout va bien. Bien. Alors, est-ce qu'on peut brièvement retracer un petit peu les débuts de la société, donc, qui a été créée par Alexandre Malégui, qui n'est pas avec nous. Oui. Mais tu vas nous raconter ça très bien, même si tu n'étais pas là au début de la société. Non, moi j'étais pas là au début de la société. Je connaissais Alexandre, c'est un ami, c'est un de mes meilleurs amis. Bon, voilà, on va pas rentrer dans les détails, mais bon voilà. Mais oui, il a fondé ses sociétés. Il a démarré dans la distribution à l'époque chez Polygram, si je ne m'abuse. Enfin bon, on va pas se désolé, mais voilà. Il avait ses premières armes, il les a faites avec Ce souvenir de belles choses, le film de Zabou Breitman, donc qui était distribué par la société dans laquelle il travaillait. C'est lui qui a travaillé sur cette sortie. Et ensuite, c'est lui qui a repéré au Festival de Cannes un film qui s'appelait Respiro, d'Emanuele Crialezze, avec Valeria Golino, et qui l'a amené donc dans cette société. Et puis, donc le film a eu le succès qu'on connaît, et de là, il s'est dit, voilà, il a décidé de voler de ses propres ailes et de monter sa société, Memento. Donc un hommage au film de Christopher Nolan qu'il adore, voilà. Et voilà, l'idée c'était aussi il a monté cette société, et tout de suite il a accompagné Emanuele Crialezze, et il a produit. En plus, il s'est lancé dans la production. C'était un projet très compliqué. C'était un film qui coûtait, je crois, 10-12 millions d'euros. C'était Golden Door avec Charlotte Gainsbourg. Et un film qu'il a tourné en Argentine. Et je me souviens de longues conversations quand il était à Buenos Aires, parce que voilà, il lançait sa société et il était à l'autre bout du monde avec ce projet énorme, Charlotte Gainsbourg, une star. Enfin voilà, c'était et ça a été une grande aventure, et voilà, c'est comme ça que ça a démarré. Et ensuite il a commencé à acquérir d'autres films. Il y a eu un premier succès qui était le documentaire Salvador Allende de Patricio Guzman. Et puis, effectivement, j'allais dire, le succès aidant, peu à peu, il y a des producteurs, des gens qui sont venus voir Memento pour proposer des projets. Oui, c'est ça ce qui vous a amené à entrer dans le cinéma français, je serais tenté voilà, de dire. Exactement. Il y a eu quelques premiers succès, et puis il y a eu la découverte d'un film iranien au Festival de Berlin, qui est À propos d'Eli, qui était donc le film d'Asrar Farhadi. Et ça s'est plutôt bien passé. Le film, à l'époque, a fait 150 000 entrées en France. Alors, je ne sais pas si ça parle au public, mais 150 000 entrées pour un film iranien, c'est très bien. C'est un très beau chiffre. Enfin, à l'époque, c'est très bien pour tout le monde. Pour tout le monde, en ce moment, c'est très bien. Mais à l'époque, il y a un peu plus de 10 ans, voilà, les plus gros scores du cinéma iranien, c'était Abbas Kiarostami, par exemple, avec le goût de la cerise, qui avait eu la Palme d'Or en 1997 et qui faisait à peu près 150 000 entrées. À propos d'Eli, c'était pas Abbas Kiarostami. Asrar n'avait pas la renommée qu'il a aujourd'hui, et le film n'avait pas eu une Palme d'Or à Cannes, mais un prix d'interprétation collectif à Berlin. Donc on était loin, on n'était pas dans les mêmes. Et c'est vrai qu'il s'est passé quelque chose. Et du coup, Asrar, très content de la carrière du film en France, parce que c'est là où le film a été vraiment le plus remarqué, a proposé très tôt
une séparation à Alexandre et lui a montré le film. Le film était fini. Il lui a montré, je crois que c'était en décembre, et 3 mois plus tard, le film allait au Festival de Berlin, où il remportait l'Ours d'Or. Et le film sortait ensuite en juin en France. Il avait fait 1 million d'entrées. Là, c'est colossal. Là, c'est colossal. Et c'est vrai, à la fois signé, ça a été le point vraiment le démarrage vraiment de notre collaboration avec Asrar Farhadi. Et puis évidemment, là, à partir de là, d'autres projets. Et il y a un autre film, c'est pour ça qu'on a choisi de présenter évidemment le passé, quand on nous a demandé quel film on souhaitait montrer ici. Quel film francophone voilà, puisqu'il a ensuite tourné ce film en France. Mais on a choisi également de montrer Au bout du compte d'Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri, parce que ça a été, Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri ont été les premiers vraiment à proposer à Memento un gros projet en fait. Je veux dire, on parle on parlait du fameux tandem Jaoui-Bacri, c'était Le goût des autres, c'était Parlez-moi de la pluie, c'était Comme une image. On parle de films qui ont fait entre 1,5 million et 4 millions d'entrées. On parle de films qui ont eu des Césars, etc., des sélections à Cannes. Et ils ont choisi, voilà, c'est eux qui ont choisi Memento. C'est pas Memento qui est allé vers eux, c'est eux qui sont venus vers Memento. Et quand vous avez 2 très grandes personnalités, de 2 immenses talents comme Agnès Jaoui et malheureusement le regretté Jean-Pierre, qui viennent et font confiance à une petite société quelque part qui avait à peine à l'époque 10 ans d'existence, ce qui n'est pas énorme à l'échelle du cinéma. Voilà, c'est vrai que le film marche, parce que le film a fait aussi 1 million d'entrées, ça donne des idées aux autres. Et ensuite, voilà. J'allais dire, on dit que le succès appelle le succès. Oui, voilà. Donc dans ce cas, c'est vrai que. Mais il a été effectivement. On doit ça évidemment au travail d'Alexandre, au travail de de notre équipe, mais également aussi et surtout, je crois, à la confiance des artistes, des auteurs et des producteurs qui ont choisi de nous confier leurs films. Il parlait là de succès, de César, de nomination à Cannes, enfin de sélection à Cannes, les honneurs, tout ça, et même ça, là, ce qu'on vit là, ce focus, cette mise dans la lumière pour un réalisateur qui est souvent quand même derrière la caméra, donc un peu plus dans l'ombre. C'est des choses que vous vivez ça comment, tout ça? Oh, ça compte, hein, c'est important. C'est très important parce que c'est comme des petits marqueurs sur le chemin, des totems qui vous disent on est là. Ici, j'étais là il y a 12 ans, c'était l'ouverture de Séraphine. J'étais venu prendre le prix de Yolande qui ne pouvait pas être là. Le lendemain, j'étais à Toronto, on commençait à parler de Séraphine et tout a commencé là en fait. Et je vois 12 ans après, j'ai fait mon chemin, c'est le mien. Il n'est pas terminé. Et j'espère. Et moi aussi. Et voilà, j'ai encore du taf. Après ça, les honneurs, c'est rien, on le sait, mais ça compte quand même. Bien sûr, ça fait du bien. Oui, c'est comme les entrées, vous savez, vous dire, mon film, il va vivre, même si ça n'a pas marché. Voilà. Quand il y a des entrées, c'est quand même... on le fait pour ça aussi. Oui. Vous en avez on n'y pense pas, mais ça compte. Vous en avez fait quoi de vos Césars? J'en ai un sur mon bureau, donc sur le piano. Comme dit Yolande, je me souviens, elle disait j'attends le 4e pour faire une table basse. Parce que c'est idée que vous appliquez Guillaume Canet dans Rock'n'Roll avec Marion Cotillard. Ah oui, mais c'était Yolande, ça. Bravo. Il y a longtemps. Écoutez, merci beaucoup Martin. Je vous recommande encore une fois d'aller revoir ces films. Ce soir, donc, on pourra revoir Séraphine. Je serai avec Yolande. Avec Martin sera avec Yolande. Merci beaucoup Anthony, merci à Memento de nous montrer, remontrer ces films formidables. J'aurais appris qu'on ne dit pas Asghar mais Asrar Farhadi. Je parle un peu mieux le farsi. Voilà à quoi servent ici les masterclass, les classes de maître, pardon. Merci beaucoup à vous deux, merci à vous d'être venus. Bonne fin de journée, on se retrouvera demain avec la présidente du jury, Nicole Garcia. Merci beaucoup.